Ce qui m'embarrasse un peu avec vous, mademoiselle, c'est que je ne me rends pas très bien compte de ce que je m'en vais pouvoir vous dire. J'ai peur de n'avoir à vous dire, avant même que vous n'ayez joué, que des choses très désagréables. Eh bien, il est certain que ce que je peux vous dire ne va pas du tout dans le sens de la réussite telle qu'on peut l'attendre d'une pianiste. Oui, bien sûr. Oui. J'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec personne d'autre, avec aucun auteur. Mais il est certain que ce n'est jamais en vue de l'exécution pour le public que j'ai étudié. Je serais quand même désireux de vous entendre jouer. Quoi? Qu'est-ce que vous allez pouvoir me montrer? Le scherzo de Chopin. Premier scherzo. Le Rossi mineur. Oui. Oui, eh bien, écoutez, vous allez pouvoir me l'indiquer. Je suis assez âgé pour avoir gardé un souvenir extrêmement vif d'une interprétation de ce scherzo par Paderewski. C'est un souvenir ineffaçable. Écoutez, avez-vous la gentillesse de me donner justement d'abord la partie en mineur, la partie bruyante et fantastique? Oui. Quand même qu'il y a encore beaucoup à gagner. Je crois que vous pouvez donner à cela une homogénéité beaucoup plus grande, n'est-ce pas? Ça reste, les motifs restent trop séparés. Je crois que vous pouvez arriver à fondre l'un dans l'autre. Il y a, c'est quelque chose de très particulier dans ces scherzos. Un élément que Chopin a apporté et que je ne sache pas qui jamais ait été donné dans la musique auparavant, c'est un côté fantastique, presque terrifiant. C'est une chose qui fait peur. Je ne sais si vous le sentez ainsi, mais enfin, en jouant ça, vous devez partir de ce point. C'est frémissant, mais c'est pas seulement frémissant. Pour vous, il faut que ça le soit pour autrui, n'est-ce pas? Voulez-vous le reprendre, s'il vous plaît? Non, ne prenez pas les premiers accords, prenez tout de suite là au passage. Eh bien, écoutez, cette chose-là, vous pourriez la faire attendre un peu plus, cet accord-là, et prendre un souffle nouveau pour la descente, qui peut être justement fantastique. Très bien. Non, mais ça ne me déplaît pas du tout. Non. J'ai l'impression même que si on restait quelque temps ensemble à regarder, à étudier ça, eh bien on arriverait à un résultat peut-être qui serait peut-être très différent de ce que vos maîtres attendent de vous, mais qui pourrait
surprendre l'auditoire, n'est-ce pas? Oui, continuez un petit peu. Oui, cette modulation est étonnante, justement. Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais il y a le passage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui est admirable, n'est-ce pas? Et ensuite... N'est-ce pas? Je ne joue pas les doigts tout engourdis, et qui va être suivi d'une plainte déchirante, n'est-ce pas? Vous pouvez l'amener. Reprenez donc le passage, là, la modulation, ou d'abord en sol mineur, n'est-ce pas? Oui. Ah, très bien. Vous avez bien fait sonner. Voilà, voilà. Alors, il n'y a que le pouce qui compte, là. Il n'y a que le... Oui, 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 ça compte. Tout le reste est beaucoup trop important. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Et que vous pourriez faire valoir bien avant. Oh, vous pourriez encore plus, n'est-ce pas? Alors, voilà. C'est une admirable chose. Quelle admirable chose. Eh bien, il a fait entendre là des accents que personne avant lui n'avait fait entendre, n'est-ce pas? Il faudrait... C'est curieux, ça. Une jeune élève comme vous, mais quand elle se trouve devant un morceau, elle a l'impression, ben oui, c'est un morceau, il faut le jouer. Il faudrait qu'elle sente qu'elle est devant une chose unique. Oui. D'ordinaire, on présente ça, absolument comme on accrocherait un tableau au mur. J'ai un souvenir encore bien plus ancien que celui de Paderewski. J'ai le souvenir d'un Rubinstein. De quel Rubinstein parliez-vous? On appelait le grand Rubinstein à ce moment-là, je ne sais pas quelle parenté il peut avoir avec le Rubinstein qui est devenu célèbre aujourd'hui, qui est un virtuose remarquable. Il passait pour le fils de Beethoven, il s'était un peu donné la tête de Beethoven. Il lui arrivait de se présenter au public dans un état de demi-ébriété assez inquiétant. Mais enfin, quand il était au piano, il était prodigieux. Je crois que aujourd'hui, il ferait presque sourire les virtuoses d'aujourd'hui, car je n'ai pas du tout l'impression qu'il ait été lui-même un virtuose, un acrobate. Mais il avait ceci de particulier, il avait l'air au fur et à mesure d'inventer, de découvrir le morceau avec vous, n'est-ce pas? Et c'était comme une explication du morceau. On le suivait, n'est-ce pas? Il a donné, quel âge pouvais avoir, une douzaine d'années. Ma mère, à ce moment-là, soucieuse de mon éducation musicale, me fit entendre une série de concerts qu'il a donnés sur l'histoire de la musique. Mais quand on est arrivé à Chopin, ma mère a mis le haut là, sous prétexte que Chopin était de la musique malsaine, et je n'ai pas entendu le concert sur Chopin, mais j'ai entendu quand même quelques morceaux. Il était prodigieux, n'est-ce pas? Si par exemple, dans le petit rondeau de Beethoven, n'est-ce pas? Il le découvrait, il est très long, lui, il est trop long. Il le découvrait peu à peu, et si long fut le morceau, on éprouvait
La sensation s'avancer en terrain connu chaque fois, c'était une chose merveilleuse. Mais je reviens à Paderewski et à la manière dont il interprétait ce scherzo. Je me souviens en particulier le milieu de ce scherzo que vous allez pouvoir indiquer. Oui. Cette note du fa dièse n'avait pas du tout l'air de faire partie. Venait, comme pour faire paysage, d'une façon inattendue. C'était d'une évocation extraordinaire. Et au moment de la modulation, quand il passe d'abord sur le sol dièse et ensuite sur le la, c'était un ravissement incomparable. Oui, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Voilà. Je ne l'ai pas réentendu depuis, ou je l'ai entendu par le nouveau Rubinstein. J'avoue que on n'y reconnaissait plus rien, n'est-ce pas? Je n'y reconnaissais plus rien, tout au moins. C'était joué avec une telle rapidité. On ne pouvait qu'applaudir comme à un tour bien exécuté, un acrobate qui fait un saut périlleux, un triple saut périlleux. Mais je crois que l'étonnement dominait beaucoup le ravissement, n'est-ce pas? Bien, c'est tout de même le ravissement qui est important là-dedans, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que je vous dirais pour ça? Il y a une chose à quoi j'ai pensé ensuite. Songez-vous à cette chose extraordinaire, ce que serait la peinture si, de même que pour la musique, on avait besoin pour voir quoi la Joconde, ou les disciples à Emmaüs, ou les noces de Cana, ou n'importe quoi, mais interprété par quelqu'un. Voyez-vous le programme, monsieur Untel, à 8 heures du soir, interprétera l'embarquement pour Cythère. C'est ahurissant. Il n'y en aurait pas de pareil. On dit, comment vous n'avez pas entendu, n'est-ce pas, l'Olympia interprété par, n'est-ce pas, c'est inimaginable. Vous me direz qu'au théâtre, il y a des interprétations de ce genre, mais c'est autre chose quand même. Ici, voilà. La musique de Chopin a ceci de très perfide. C'est qu'il y a évidemment une partie prodigieusement brillante et pour le concert que Chopin a dû sacrifier même pour des raisons presque matérielles. Il a dû sacrifier une partie de son génie à des pièces orchestrales, enfin pour le public, mais il y a un Chopin intime qui est beaucoup celui qui me paraît intéressant, qu'on ne connaît pas. Coupé. Cet entretien a été enregistré en janvier 1951, un mois à peine avant la mort d'André Gide. Cet entretien a été enregistré en janvier 1951, un mois à peine avant la mort d'André Gide. Il voulut ce même jour lire pour vous le message qu'il adressait déjà en 1947 au Congrès de la jeunesse à Munich. En un temps où je sens en si grand péril, si assiégé de tous côtés, ce qui fait la valeur de l'homme, son honneur et sa dignité, ce pourquoi nous vivons, ce qui fait notre raison de vivre, c'est précisément de savoir que, parmi les jeunes gens, il en est quelques-uns, et fussent-ils en très petit nombre et de quelque pays que ce soit, qui ne se reposent pas, qui maintiennent intacte leur intégrité morale et intellectuelle, et protestent contre tout mot d'ordre totalitaire et toute entreprise
qui prétendent incliner, subordonner, assujettir la pensée, réduire l'âme, car c'est enfin de l'âme même qu'il s'agit, c'est savoir qu'ils sont là, ces jeunes gens, qu'ils sont vivants, eux, le sel de la terre. C'est là précisément ce qui nous maintient, nous, les aînés, en confiance. C'est là ce qui me permet, à moi si vieux déjà et si près de quitter la vie, de ne pas mourir désespéré.